Bonjour à tous et bienvenue en Suède pour essayer le grand frère du Peugeot 3008, le 5008 proposé pour commencer ici en version électrique, le i5008. Comment on pourrait le définir, hormis le fait que c'est un 3008 sur lequel on aurait tiré avec un arrière plus traditionnel et pas fastback comme son petit frère. Eh bien, c'est un des premiers SUV du marché à offrir à la fois 7 places et jusqu'à 660 km d'autonomie suivant la définition. Aujourd'hui, on se contentera du modèle de base avec le moteur 210 chevaux et qui normalement va jusqu'à 500 km. Ça sera facile à réaliser ici en Suède. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. À part le 5008 au-dessus de la calandre, l'avant, c'est exactement le même que celui du 3008. C'est plutôt réussi, enfin c'est mon avis perso, avec un design qui paraît high-tech. La différence, on va commencer à la voir de profil. Comme je vous l'ai dit, on n'a plus du tout l'arrière fuyant fastback du 3008. Là pareil, c'est une affaire de goût, mais je préfère le 5008. On peut le regarder sous tous les angles. La ligne est plutôt équilibrée. On a un empattement, donc c'est la distance entre les roues avant et arrière qui est gigantesque, 2,90 m dans le cas qui nous intéresse. On a un véhicule qui est un beau bébé, 4,79 m de long. Il faudra vraiment y penser quand vous allez commander la voiture pour savoir si elle rentre dans votre parking. On a une finition GT avec des roues optionnelles, normalement c'est 19. Nous on est monté en 20 pouces et pour revenir sur la ligne de l'engin, regardez, de derrière je lui trouve un cul très américain, ce qui ne veut pas dire qu'il est gros, ce qui veut dire que ça me rappelle certains véhicules d'outre-Atlantique qui font partie d'ailleurs du groupe Stellantis. Si on achète un 5008, c'est qu'on a besoin d'espace à bord et de ce côté-là, je crois que le contrat est vraiment rempli. Tout d'abord, on a un grand coffre, 748 litres en configuration 2 places avec, vous voyez, je vais enlever le cache qui est ici, un rangement suffisamment profond pour y mettre une valise. Et puis petite astuce, on a un tiroir, voilà, qui est sous les sièges arrière, qui à la fois peut contenir le câble de recharge et puis un chargeur pour prise 220 volts classique. Alors pour déplier les sièges, j'enlève le cache-bagage, c'est fait comme ça, et puis je tire sur mes sièges. Voilà, on est en configuration 7 places. Là on a encore 259 litres de coffre. On va passer de l'autre côté pour voir si ces places arrière sont facilement accessibles. Déjà, lorsque la banquette est reculée au maximum, parce que les sièges coulissent, on a un espace à l'arrière qui est digne d'une limousine, vous le voyez. Et puis ce qui est pas mal non plus, c'est que le siège, pour accéder à l'arrière, il bascule et il coulisse en même temps. Donc on peut monter à bord sans trop avoir besoin de faire de gymnastique. Bon, une fois qu'on est installé, je vous mentirais si je vous disais que c'est aussi confortable qu'à l'avant. Je vais rabattre le siège. On a alors ce que chez Peugeot on appelle une trappe à pied, ce qui permet de mettre les pieds sous le siège avant. Mais honnêtement, ça s'adresse plutôt à des enfants ou des adultes de petite taille. Tout à l'heure, j'ai jeté le cache-bagage un peu vite, mais en fait, vous voyez, dans la petite trappe maline, il y a un espace pour le ranger. Voilà. Je le pose délicatement. Je referme la trappe, ni vu ni connu. L'habitabilité aux places arrière est vraiment importante. Vous voyez, le siège est avancé là au maximum. J'ai quand même de la place. Je peux le reculer. Et puis je peux également incliner le dossier. Vous avez même sur cette finition GT des petits pare-soleils. On est pas mal installé du tout en fait. Sur notre version, on a les sièges chauffants arrière et puis une climatisation. Et ici, un toit panoramique vitré qui donne une belle impression d'espace à bord. Comme à bord du 3008, la planche de bord reste un modèle du genre. C'est à la fois qualitatif, high-tech, complet, avec des commandes qui sont bien placées, en particulier ce grand écran
panoramique, la 21 pouces, qui fait à la fois office de compteur dans sa partie gauche et puis infodivertissement dans la partie droite. Il paraît être en lévitation au-dessus de la planche de bord, qui est par ailleurs rétroéclairée. On a un chouette petit volant, mais qui hélas masque toujours une partie des compteurs. Tout dépend de la position. Vous voyez, je vais mettre au niveau de mes yeux. Moi, il me manque la partie du bas et pourtant le siège est monté. Ça, c'est un défaut inhérent à pratiquement toutes les Peugeot. Des touches tactiles dessus, ça, en revanche, c'est plutôt pas mal vu. Et puis, les petites palettes pour la récupération d'énergie. Les fameuses touches programmables. Merci Peugeot d'avoir fait des bêtises auparavant et de revenir en arrière. Donc là, on peut programmer des accès directs à des fonctions. Pour la clim, même chose. On a des fonctions qui sont en accès direct par ces boutons tactiles, assez pratique. Pratique aussi un bouton physique pour la commande du son. Et puis ici, le sélecteur de mode avec 3 modes programmés, normal, sport, éco. Peugeot a prévu beaucoup de rangements. On sent la vocation familiale du véhicule. Ici, une grande boîte à gants, un support de canette au milieu et une boîte à gants à l'arrière avec, au fond, vous ne le verrez pas ici, une petite molette qui permet à la clim de rafraîchir la boîte à gants. Notre version est extrêmement bien équipée, en particulier avec des sièges qui sont jolis et confortables avec de multiples réglages électriques et puis également un gonflage des lombaires, un gonflage du latéral, bref, grand confort. J'ai soulevé le capot, mais de toute façon, il n'y a rien à voir à part un très beau cache plastique qui fait toc. On est sur la version de base avec un seul moteur, traction, moteur synchrone à aimant permanent, c'est le choix de Peugeot puisque ces moteurs délivrent beaucoup de couple au démarrage et comme le bébé est assez lourd, on en avait besoin. 210 chevaux et une batterie qui l'alimente de 73 kWh. Alors il y aura par la suite des évolutions, il y aura une version en 230 chevaux, toujours traction, qui bénéficiera d'une batterie, alors avec la même chimie sur le papier, c'est du nickel, manganèse, cobalt, mais aujourd'hui les cellules sont d'origine chinoise et bientôt c'est ACC, qui est une co-entreprise entre Stellantis et d'autres constructeurs, qui fournira des cellules d'une chimie un peu plus évoluée, c'est du NMC 811 pour être plus précis. Elles seront fabriquées surtout dans une Gigafactory en France et permettront d'avoir à la fois un petit peu plus de puissance et surtout d'avoir une capacité supérieure et d'aller sur les modèles grande autonomie jusqu'à 660 km. Je vais sans doute vous paraître complotiste, mais il y a, je pense, un fond de vérité dans ce que je vais vous raconter. On a été invité par Peugeot à essayer ce 5008 électrique entre le Danemark et la Suède. En fait, on a atterri au Danemark à Copenhague et on traverse le pont de Malmö pour aller jusqu'en Suède. Une région, d'une part, très plate, donc favorable aux véhicules électriques, avec une température à cette saison en été qui est plutôt agréable mais pas trop chaude, donc on ne va pas trop solliciter la climatisation. Et puis surtout, avec des routes qui sont limitées à 110 km/h pour les autoroutes, 70 pour les routes, 50 en ville. Vous allez me dire, bon, mais vous pouvez rouler plus vite. Pas forcément, parce que ici, les autorités d'abord ont installé des radars à peu près partout, plus qu'en France, proportionnellement. Et puis parce que on ne plaisante pas avec les dépassements de vitesse. Donc tout dépassement de vitesse inférieur à 10 km/h, c'est-à-dire si par exemple je roule à 79 ou 70, ça me coûte 200 €. Et puis si je roule à une vitesse, on va profiter quand même du panorama là, avec ce pont magnifique de Malmö. Donc je disais, si l'excès de vitesse inférieur à 10 km/h, c'est 200 €. Et si l'excès de vitesse est supérieur à 10 km/h, tenez-vous bien, vous êtes assis, moi je suis assis, donc je peux le dire, 400 €. Donc de là à imaginer que Peugeot, pour avantager l'autonomie électrique de son véhicule, nous a emmenés dans le sud de la Suède, il n'y a qu'un pas. Je vous l'ai dit, ça fait complotiste,
mais je le franchis, donc il ne faudra pas tenir compte des consommations électriques qu'on va avoir durant notre essai parce que on va rouler vraiment très doucement tout le long. À 70 km/h sur les routes presque rectilignes de Suède, il n'y a pas beaucoup de suspense, pas beaucoup de sensations non plus. Si, je retire ce que j'ai dit, si. Une vraie sensation, celle de confort et de douceur, parce que dans la lignée du 3008, ce 5008 a une suspension très prévenante, c'est vraiment confortable, malgré les grandes roues, on ne ressent pas les petites aspérités de la route, ça, de ce côté-là, c'est très bien. On a aussi un silence, on le mesurera tout à l'heure, mais qui est quand même important, puis la douceur générale du fonctionnement en électrique, pas de vibration, pas d'odeur, très peu de bruit aéro, même quand on augmente la vitesse. Pour rouler gentiment, c'est idéal. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on va surtout rouler gentiment. Ah tiens, pour Thierry Modolo, encore la petite aparté, le ralentisseur suédois, voilà. Bon, franchement gentil. En plus, ici, c'est limité à 40 quand il y a des ralentisseurs. On casse pas les voitures. C'est au moins le seul truc qui est mieux sur la route par rapport à ce qu'il y a chez nous. Mais je vais vous le dire comme je le pense, on s'emmerde au volant. Pour régler la régénération, on a des petites palettes au volant là. Là, je suis au minimum, je vais mettre en position maxi. En position maxi, la décélération, elle est assez nette, mais on ne va pas jusqu'à l'arrêt complet. Bon, perso, vous me connaissez, vous savez que moi, je préfère avoir le moins de régénération possible. C'est comme ça, de toute façon, qu'on va faire le plus d'économie d'énergie. Je vais vous dire, si vous voulez tester l'accélération avec cette voiture, il n'y a pas 50 solutions. Vous vous arrêtez, vous accélérez à fond, on n'ira pas jusqu'à 100 km/h. Vous êtes bien rendu compte que ça n'accélérait pas super fort. En fait, ça passe de 0 à 100 en 9 secondes 7. Peugeot nous annonce 345 Nm de couple du moteur. Dans l'absolu, c'est un très beau chiffre, sauf que on a une masse de 2300 kg et il faut bouger le bébé et ça pousse pas extrêmement fort. On est très loin de ce que peut procurer un Tesla Y par exemple, avec des sensations de poussée qui sont très franches. Bon là ça accélère correctement, mais ça s'arrête là. C'est pas facile de trouver une route avec des virages en Suède. Bon, j'ai trouvé quand même un petit bout du parcours avec quelques virages qui permettent de tester le châssis de la voiture. Déjà, première constatation, les réglages sont exactement les mêmes que sur le i3008. Donc Peugeot n'a pas tenu compte de l'augmentation du gabarit et puis du poids. Je trouve que c'est plutôt pas mal parce que la tenue de route est rassurante. On garde un excellent confort, ça c'est le principal. L'empattement plus long peut-être permet une plus grande stabilité dans les grandes courbes. En revanche, dès que ça tournicote franchement un peu, bon j'avais trouvé, je vais vous avouer, j'ai trouvé un seul virage qui était à 45 degrés. Quand on le passe à la vitesse réglementaire, pas de souci. Si on décide réellement d'attaquer, ça s'ouvre méchamment. À tel point que j'ai failli presque me sortir malgré des pneus qui sont excellents, c'est des pneus Michelin qu'il y avait sur la voiture. Donc voilà, véhicule qui affirme sa vocation familiale, c'est pas du tout fait pour rouler sportivement. Ça va être difficile de parler de consommation parce qu'on s'est traîné sur la route, on est à 110 sur l'autoroute suédoise. Sur ce parcours très light, on est à 16,1 kWh au 100 de moyenne. Dans l'absolu, c'est pas mauvais, mais dès qu'on accélère un peu, je l'ai fait sur quelques kilomètres sur l'autoroute à 130, on a la consommation qui grimpe assez rapidement. J'ai dépassé les 26 kWh au 100. Donc là, le 5008 paye un format qui est assez imposant et puis une aéro qui n'est pas si bonne que le prétend Peugeot. On est à 0,77 en SCX, c'est nettement moins bon. On va encore comparer à celui-là, c'est nettement moins bon qu'un Tesla Y. Donc ça consomme beaucoup plus sur l'autoroute. Ça consomme en fait autant à 110 km/h qu'un Tesla Y à 130. On profite de ce long tunnel entre le Danemark et la Suède pour découvrir l'univers de nuit entre guillemets de ce Peugeot i5008. Bon, on connaît, c'est la même planche de bord
qu'à bord du 3008, plutôt réussi d'ailleurs avec cette ambiance lumineuse qu'on peut paramétrer avec ces raccourcis qui sont bien visibles. De ce côté-là, c'est une réussite, on peut dire, totale. On est à 110 km/h sur le fameux pont qui passe du Danemark en Suède pour tester le niveau sonore de la voiture. Elle est plutôt silencieuse, cette 5008 électrique. On est à 65 décibels de moyenne et pourtant on a pas mal de vent sur ce pont et on a quelques petits bruits aérodynamiques, mais c'est satisfaisant malgré les roues de 20 pouces donc qui doivent générer un peu plus de bruit que sur la montre d'origine en 19. Pour ce qui est de la recharge, Peugeot est très en dessous de la concurrence, alors pas en courant alternatif puisqu'on a une allure de charge de 11 kW avec le chargeur interne, mais en courant continu puisque la vitesse de charge maxi, là on est sur une borne, vous voyez, 300 kW, or la voiture ne peut pas prendre plus de 160 kW et en plus Peugeot n'a pas jugé bon pour le moment de doter la batterie d'un système de préconditionnement, donc il la met à la bonne température pour de la charge rapide, mais ils sont quand même conscients du problème et ils vont proposer une évolution qui devrait arriver avant la fin de l'année qui permettra sur toutes les Peugeot électriques d'avoir du préconditionnement de batterie. Même chose, 160 kW pour la puissance de charge. Peugeot nous promet qu'un effort va être fait également sur la courbe de charge, c'est-à-dire entre 50 et 80%, on aura une vitesse de charge un peu plus rapide, ce qui permettra de compenser le handicap par rapport à la concurrence. Je ne vais pas vous les citer, mais beaucoup de voitures dans ce segment de prix surtout sont largement au-dessus de 200 kW en puissance de charge. Je vais vous le dire honnêtement, je pourrais presque vous en raconter autant sur cette vieille Chevrolet que sur ce nouveau Peugeot 5008 électrique, tant le parcours d'essai aujourd'hui était inadapté pour juger un véhicule. On ne pourra pas parler de consommation, ce n'était pas du tout significatif. Bon, les performances, vous avez vu qu'on a quand même à faire un gros patapouf, donc c'est déjà limité sur le plat. Imaginez si on avait essayé la voiture en montagne. Après, c'est vrai que le confort reste magistral, le silence de fonctionnement aussi, c'est au moins de qualité. Donc si vous êtes suédois, c'est le véhicule qu'il vous faut. Si vous êtes français, que vous habitez en montagne ou que vous faites souvent de l'autoroute, il faudra certainement faire un autre choix. Problème également au niveau tarif, parce que si la version de base, je vous rappelle, on est avec le moteur 210 chevaux et la petite batterie entre guillemets de 73 kWh et juste sous la barre fatidique des 47 000 € pour bénéficier du bonus écologique, en finition allure on est à 46 990 €, et bien dès qu'on passe à la finition supérieure GT comme notre véhicule d'essai, on franchit cette barre, on est à 51 450 €, donc plus de bonus écologique. Et à ce tarif là, chez certains concurrents qui ne proposent pas cette place, on a des véhicules beaucoup plus performants et qui vont plus loin également. Donc je résumerai en 2 mots, ce i5008, trop cher.